Ça y est, on y est, j'ai échangé avec les meilleurs dirigeants en France et en Europe qui utilisent LinkedIn pour booster leur activité. Alors attention, là je parle pas d'influenceurs, je parle vraiment de dirigeants et dirigeantes qui ont pris le virage LinkedIn pour obtenir certains types de résultats. C'est un enjeu de marque, c'est un enjeu de croissance, c'est un enjeu de représentativité, c'est un enjeu de partenariat. Nous on estime que c'est 20% à peu près de nos clients qui viennent de LinkedIn. Il faut les DG, ils aient un compte. Pour une raison simple, c'est le seul moyen d'attirer les hauts potentiels. Dans cette vidéo que j'ai voulu faire quasiment comme un documentaire, on va revenir sur ces dirigeants, sur ce qu'ils font vraiment pour que ça leur génère ces résultats. L'objectif ici est de vous livrer le guide le plus complet possible pour que vous puissiez construire votre autorité sur LinkedIn, trouver votre positionnement, les piliers de contenu, donc les sujets sur lesquels vous allez écrire et surtout une manière simple et concrète de le faire. Moi je m'appelle Étienne, je suis ghostwriter pour les dirigeants sur LinkedIn et j'ai hâte de vous amener avec moi sur ce sujet. Quand on parle de LinkedIn, on pense souvent à deux choses. Un, c'est un réseau pro, d'ailleurs c'est la plus grande base de données professionnelle au monde. Deux, on ne peut pas passer à côté de son aspect bizarre, voire étrange. Et en fait, il y a deux choses qui font ça. C'est que, un, l'algorithme de LinkedIn promet une visibilité assez importante. Et deux, l'anonymat n'existe pas. Ce cumul de ces deux choses font que, naturellement, les gens voulant bénéficier de cette visibilité vont partager des choses sans vouloir dégrader leur image pro ou perso. Ils vont piocher à droite, à gauche, ce qui fonctionne déjà. Quand on arrive sur LinkedIn, on a l'impression de se retrouver en face d'une armée de clones. On appelle ça du mimétisme et ça, Yann Leonardi l'explique très bien. Ce que je vois surtout, c'est de la reproduction de comportement alimentée par l'espoir d'avoir plus de visibilité, plus de fame, mais sans vraiment une maîtrise stratégique. Alors, est-ce qu'il faut rentrer dans le moule pour tirer bénéfice de LinkedIn? Eh ben, pas tout à fait, surtout pas quand on est dirigeant ou dirigeante d'une entreprise. Et parce qu'il y a aussi d'autres enjeux auxquels on ne pense pas. Il faut les DG, ils aient un compte. Et il faut qu'ils publient. Pour une raison simple, c'est le seul moyen d'attirer les hauts potentiels. Premier truc que les mômes font quand ils candidatent dans une entreprise, c'est ils vont voir les profils des dirigeants sur LinkedIn. Si le mec, il dirige une boîte de marketing, il parle jamais de marketing, il publie jamais, il est pas en ligne, comment est-ce qu'on peut pas être en ligne aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on fait du marketing? On a aussi parlé d'image de marque, de croissance, de partenariat et LinkedIn permet à ses utilisateurs d'obtenir ces résultats dus à sa structure précise. La bonne métrique, c'est le nombre de visites sur ton profil. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est qu'en fait, un profil LinkedIn, c'est une landing page. Ce qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn repose sur deux piliers. Ta landing page, qui est ton profil, et ton funnel, qui est le lieu où tu commentes et où tu publies. Il faut que les gens, ils arrivent sur ton profil. Parce que si tu veux avoir des vraies conversations avec les gens, il faut être honnête. Il y a toute une partie de LinkedIn qui est publique dans les commentaires, mais le vrai LinkedIn, il est où? Il est dans les DM. Grosso modo, LinkedIn, c'est un gros tunnel de vente complet où toutes nos cibles s'y trouvent. Et c'est ça qui fait que LinkedIn est tout aussi intéressant aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ciblage, il y a quelque chose de super important quand on est sur LinkedIn, c'est travailler son positionnement. Alors, travailler son positionnement, c'est quelque chose qui peut faire assez peur, mais en réalité, c'est répondre juste à deux choses. Un, quel est le message global que je veux transmettre, y intégrer de la cohérence. Deux, de quelle manière je veux transmettre ce message. Quels gros sujets sur lesquels je discute? C'est quoi la cohérence de ces sujets-là? Mais en fait, pour moi, c'est venu beaucoup plus après coup qu'avant coup. Et je pense que là, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a des gens qui sont très clairvoyants sur qu'est-ce qui manque comme sujet. Et t'as d'autres gens qui vont plus à tatillon. Je produis des petits contenus très rapides. LinkedIn, c'est parfait parce que t'es limité en termes de caractères. Donc, de toute façon, tu vas pas passer 3 jours sur un post. Et en fonction de ce qui marche, ce qui m'intéresse, un peu moi, ou si j'ai envie d'aller, ma vision que je veux incarner et ce qui m'intéresse, les deux se retrouvent, se recoupent à un endroit. Pour vous aider à trouver ce positionnement, on peut se poser 3 questions. 1, quelle est la cohérence des sujets que je traite? 2, quel est le problème ou les problèmes que j'ai identifiés sur mon marché? 3, quelles promesses j'apporte sur mon marché avec mon produit. Une fois ces questions réglées, reste à savoir comment on veut être perçu dans notre manière de communiquer. Sur son profil, la tagline, il a mis entertainer. Ce qu'il est de moins en moins, en fait. Il est surtout dirigeant d'entreprise. Ce mec-là a fait fortune en vendant des boîtes. Enfin, mais bon, il a mis entertainer. Donc, il publie des posts qui sont divertissants. Il y a une cohérence absolue entre les deux. Si tu es un financier, tu as 3 possibilités. C'est où tu éduques, où tu divertis, où tu informes. Ça va être ça, les 3 positionnements. Le premier, tu éduques. T'expliques ce qui se passe sur les marchés financiers. Tu l'expliques et tu l'approfondis. Et tu es un dirigeant, tu es légitime. Et là, ce que tu fais, ce que tu recherches, c'est de l'autorité. Soit tu divertis, parce qu'en fait, ils veulent introduire une forme de décalage. Je sais pas si c'est la bonne posture, mais un patron de start-up qui a pas une très grosse équipe et qui cherche qui est reconnu comme étant brillant
brillant, divertir, ça peut le rendre un peu humain, tu vois. Et le troisième truc, c'est tu expliques comme un journaliste. Bah voilà le taux. Là, tout le monde a l'impression que ça dit ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça que ça dit. Et donc, je pense que le premier truc qu'il faut faire, c'est il faut choisir un positionnement. Là, c'est 3 positionnements. En fait, il y en a plus que ça, mais globalement, même dans mon bouquin, moi, je donne ces 3-là parce que c'est les plus simples à acquérir. Tiens à préciser quelque chose, le ton majoritairement le plus utilisé pour les dirigeantes, c'est celui d'expert pédagogue. C'est cet axe-là qui va vous permettre d'obtenir le plus rapidement et le plus facilement une autorité sur votre marché. Maintenant, il y a quelque chose qu'on dit fréquemment avec cet axe-là, c'est que ce n'est pas le ton qui va vous donner les meilleures stats. Il y a du vrai, mais il y a du faux aussi. Des articles de recherche, j'en ai écrit pendant des années et je publie des bouquins. Et j'ai un de mes amis qui m'a dit « c'est super ce que tu écris, tu devrais le mettre sur LinkedIn, je suis sûr que ça intéresserait des gens. » Et en fait, j'ai commencé à le faire et ça intéressait personne. Mais il y avait une raison à ça. C'est qu'en fait, j'écrivais comme l'expert que j'étais à l'époque. Donc, j'écrivais de la même manière, j'utilisais les mêmes types de mots, les mêmes types de structures et j'écrivais comme ça sur LinkedIn. Donc, évidemment que je me prenais que des bides, ça plaisait à personne. Et j'ai commencé à écrire comme je parle. J'ai commencé à écrire de la même manière que j'ai lu un truc intéressant. Hey Michel, ça t'intéresserait peut-être. Et en commençant à écrire de cette manière-là, et là, les gens ont réagi. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Être expert pédagogue sur LinkedIn ne veut pas forcément dire faire des gros pavés imbuvables que personne ne lit. Non, c'est écrire comme vous parlez en y mettant de la profondeur. C'est possible et d'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Sans toutes ces étapes de positionnement, vous allez partir dans tous les sens. Vous allez créer un flou artistique dans la tête de ceux qui vous lisent. C'est exactement ce que vous ne voulez pas. Vous voulez être perçu comme référence et autoritaire sur votre marché. Une fois toutes ces étapes de positionnement réglées, reste à dérouler la suite du programme, les piliers de contenu. Vos sujets doivent découler de vos piliers de contenu, c'est super important au même titre que votre positionnement. En fait, vos piliers vont vous permettre de varier les sujets en évitant ainsi de lasser les audiences, ceux qui vous lisent, et surtout de toucher potentiellement plusieurs personas. Dans les piliers, nous, la réflexion qu'on a eu. Je dis nous parce que j'embête tellement l'équipe avec mon contenu que je pourrais pas dire que moi, tu vois. C'est est-ce qu'en fait le contenu qu'on fait tout simplement résonne avec l'acheteur potentiel de notre solution, tu vois. Et ce qui est intéressant avec les piliers que je t'ai mentionnés, donc le produit early stage, la journée d'une startup et l'IA, c'est que je vais aller toucher des personas complémentaires qui gravitent autour de exactement ce que je veux viser, parce qu'en fait on vise plusieurs personnes. On vise du fondateur de boîte assez jeune, on vise du product manager, on vise un peu du CSM, du customer success manager, du ops, donc des gens qui sont là pour un peu faciliter l'opération dans les entreprises. Et ces gens-là, ils résonnent un peu avec des choses différentes. Donc quand je raconte la startup journey un peu, là je parle beaucoup aux fondateurs. Quand je parle de product management early stage, je vais parler beaucoup plus au premier product manager dans la startup. Et quand je vais parler un peu du reste, je vais parler un peu à tout le monde. Je parle de la tech au général. Donc là, je vais pouvoir atteindre une masse qui est un peu plus grande. Il y a des sujets qui vont mieux fonctionner que d'autres. Évidemment, l'objectif ici, c'est de lâcher ceux qui ne fonctionnent pas ou très peu et de persister avec ceux qui fonctionnent et de leur trouver des sujets connexes pour faire grandir votre audience avec le temps. Je me suis rendu compte, c'est que la niche dans laquelle je suis, elle pouvait pas avoir une audience de masse. C'est-à-dire que nous, en gros, on a commencé dans la data, dans l'analytique, qui est un sujet mais qui est chiant à mourir. Vraiment, à part la compta, il y a rien de pire, je crois, globalement. Et donc, en fait, si t'écris là-dessus, ça intéresse pas les gens. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de trouver des espèces de sujets tangents à mon cœur métier qui vont intéresser une audience, qui est la clientèle potentielle de June, et qui en même temps peut aller grossir le reach que j'ai, tu vois. Donc, par exemple, quand je écrit sur l'IA, c'est un sujet qui a un reach très large, ça intéresse beaucoup de gens en ce moment, ce qui est en train de se passer dans l'IA. Donc là, ça permet vraiment de faire du reach. Donc, en fait, quand je fais des sujets d'IA, ou que je fais des mèmes, etc., j'essaie d'en avoir peut-être, un par semaine. L'idée, c'est d'aller faire du reach. Par contre, je vais pas faire vraiment de la qualité, je vais pas vraiment parler à mon cœur de cible de ma boîte. Attention tout de même au jeu de l'ego. Plus vous allez trouver des sujets connexes à vos sujets, plus vous allez amasser des statistiques, des likes, des commentaires, mais plus vous vous éloignerez aussi de vos cibles prioritaires. Quand vous êtes dirigeant, et c'est ce pourquoi vous êtes venu sur LinkedIn, c'est que vous voulez vous adresser à votre niche. Donc, focus sur votre niche, ajoutez les gens qui sont sur votre niche, raisonnez avec eux avant de vouloir vous élargir et de vous perdre dans des stats inutiles. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur minier. Moi, je connais un gars qui est ingénieur dans le domaine. Il est dans le secteur minier, des DG dans ce domaine-là, il y en a 200 ou 250. Donc ça veut donc dire que lui, son réseau, quand il a 3000 personnes, il a tous les salariés il a tous les cadres et il a tous les DG. Il a 3000 personnes. Lui, il a tout le monde. Donc il peut pas avoir un meilleur réseau que ça, en fait. Ça n'a aucun sens de lui dire qu'il peut gagner 10 000 abonnés. Il a déjà tout le monde. Donc lui, quand il publie, tous les gens qui sont dans sa cible, dans sa niche, ils voient sa publication. Tous. Donc en fait, ce qu'il faut penser, c'est ta niche, quelle est la taille de ta niche, quels sont les gens qui sont dans ta niche et comment est-ce que tu peux
progresser dans ta niche et quelles sont les niches qui sont ce qu'on appelle les niches connexes, en fait, les niches vers lesquelles tu peux aller ensuite. C'est ça qu'il faut penser. Il faut pas penser nombre d'abonnés ou nombre de vues. Ça n'a pas de sens. Globalement, vos piliers de contenu doivent respecter une checklist de 3 points. 1. Évidemment, respecter son positionnement comme on vient de le voir. 2. S'adresser à votre niche prioritaire. 3. S'adresser à vos personas prioritaires. Si on va un peu plus loin dans le détail, je vous donne 4 sujets qui fonctionnent bien pour les dirigeants. Vous pouvez les essayer et après diversifier comme vous voulez. 1. Votre cœur de métier, des use cases clients chiffrés, comment vous avez réussi à les faire dépasser du stade initial au résultat souhaité, les obstacles majeurs qui s'annoncent dans votre marché et comment vous espérez y répondre. Le deuxième, c'est le building public, partagé avec transparence et toujours chiffrer ce que vous faites, ce que vous mettez en place actuellement avec vos équipes, ce qui fonctionne, les premiers résultats, ce qui fonctionne moins. Le troisième, on va parler de l'organisation interne, la mise en avant de vos collaborateurs, la gestion de vos équipes, les événements auxquels vous participez, etc. etc. Et le quatrième, c'est l'histoire de la boîte, s'il y a eu des levées de fonds, la vision que vous en avez, les obstacles, certaines histoires clients. Vous connaissiez mieux votre histoire que je ne la connais. Là, on arrive au moment le moins théorique de la vidéo, le process de rédaction. Pour qu'un process de rédaction fonctionne, surtout en tant que dirigeant, il doit être le plus simple possible. Enzo, il nous le donne à 100%. Vous pouvez le répliquer comme vous le souhaitez. Et moi, derrière ces explications, je ferai un gros résumé. Écrire, moi, ce que je fais, c'est prendre un document Word et je dump tout ce qui me vient par la tête. Vraiment, je me dis, ce sujet-là, c'est quoi tous les angles qui me paraissent pertinents. Et à partir de ça, j'obtiens, on va dire, je sais pas, entre 5 et 10 bullet points. Et ensuite, je me dis, est-ce que c'est suffisamment étoffé pour en fait faire du contenu ou est-ce qu'il manque de l'étoffe? S'il manque de l'étoffe, je vais faire une recherche ou deux. Maintenant, c'est quasiment que du chat GPT parce qu'en fait, je vais le prompter en disant je veux parler de ce sujet-là, mais c'est quoi des angles intéressants, c'est quoi des choses qui ont été dites, récentes, etc. Tu vois. Ensuite, je mets ça un peu dans du coup mon gros schmilblick de contenu. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver une manière d'organiser le contenu et surtout d'avoir une thèse. C'est-à-dire que dire voici les 10 manières de non et tu fais les 10 trucs et tu conclus, ça sert à rien en termes de contenu. Ce qu'il faut, c'est pourquoi je pense que cet angle-là ou cette thèse, c'est la meilleure et je fais les 10 points dans un ordre qui donne un sens, qui va dans le sens de ma thèse. Si je résume, dès que vous avez une idée, 1. Ouvrez un Google Doc ou le format que vous préférez et notez votre idée principale. 2. Sous forme de liste à puces, jetez toutes les idées que vous avez sur ce sujet-là. 3. Donnez toute cette liste à puces à ChatGPT, demandez-lui de challenger ses idées, de trouver des sujets annexes, de compléter un petit peu les idées, de les sourcer pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. 4. Écrivez la thèse de ce post-là et réorganisez les bullet points de sorte à ce qu'on arrive à la thèse de manière totalement logique. Je vous assure qu'en respectant ce process de rédaction qui ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes, vous allez avoir des posts prêts à être publiés. Si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, moi ce que je vous conseille c'est de déléguer cette tâche et si ça vous intéresse, on peut en parler. Et si vous ne voulez pas déléguer, moi je vous conseille de vous rapprocher de vos alliés en interne et je parle de vos équipes. Vos équipes en interne sont votre première ligne d'attaque dans cette guerre de contenu. Que ce soit pour écrire, corriger, changer vos posts, mais aussi pour écrire leurs propres posts et donc avoir un effet de groupe sur LinkedIn. Cette stratégie, elle porte un nom, elle s'appelle la stratégie Avenger. Il y a peu de boîtes qui l'utilisent encore, mais les résultats et les retombées sont juste dingues quand c'est bien exécuté. Et d'ailleurs, Maxime de chez Ossol nous en parle assez bien. C'est obligatoire que si tu es commercial, tu postes au moins 1 à 2 fois par semaine. Nous, ça fait partie des KPI et si ça n'est pas rempli, ça fait partie des objectifs qui sont pas remplis et avec les conséquences que ça a, au même titre que t'as pas fait ton nombre de call ou t'as pas fait tes closings. Le modèle de vente que j'essaie de mettre en place, et c'est un modèle de vente que j'enseigne dans certaines écoles, c'est un modèle de vente très écosystémique driven. C'est pas je fais du volume, c'est pas je vais de façon très franche dans les choses, c'est plutôt comment est-ce que dans mon écosystème je deviens une figure reconnue et ça va me permettre de convertir ou d'obtenir des introductions vers des gens qui vont permettre de convertir et donc du coup tu arrives à aller vers 10 personnes, ces 10 personnes t'en introduisent 10, tout d'un coup t'as une base 100 à aller à chercher. Et ça marche que quand t'as une personal brand qui est forte et que t'as un écosystème qui te reconnaît. Sinon tout s'effondre. La méthode qu'on avait jusqu'à présent, c'est que on a une personne en interne avec qui on va se poser et on va analyser la personne et on va essayer de lui définir ses piliers de contenu et son tone of voice pour que ça puisse avoir un effet de résonance avec le message de la boîte et le message que moi je véhicule pour qu'on ait un peu l'impression qu'on chasse en meute, mais en même temps qu'on respecte la singularité de la personne. Là, on a des gens qui sont très expansifs dans leur façon de parler et tu les vois en salon, ils sautent partout, ils disent coucou à tout le monde, ils font des checks, ils tutoient tout le monde. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus introvertis, ils sont
beaucoup plus dans la réserve, beaucoup plus analytique. Donc on va essayer de le décliner quand même un petit peu, mais on essaye d'avoir une cohérence. Et c'est vraiment pour nous un peu une stratégie Avengers, tu vois. Il faut qu'on ait l'impression d'être tout le temps ensemble et d'avancer en meute. Ça, c'est un sujet qui mériterait une vidéo à part entière, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vous la fasse. Si je dois résumer cette vidéo, avant d'écrire votre première publication, vous allez devoir travailler sur votre positionnement, sur vos piliers de contenu, sur le process de rédaction, et là, vous pourrez commencer à écrire le plus proprement possible. Un petit mot sur le rythme de publication et le format. Concernant le rythme, certains vous conseilleront de publier tous les jours, quand d'autres vous diront qu'une fois par semaine, c'est juste assez. Moi, de mon point de vue, et c'est ce que je fais avec mes clients, on publie 2 fois par semaine. Ça va vous permettre de générer une bonne visibilité et surtout de collecter assez de data pour voir quel sujet va fonctionner ou non. 2. Le format, vous êtes dirigeant, encore une fois, faites simple, faites que du texte ou une photo, soit de vous avec vos collaborateurs ou des événements auxquels vous participez. LinkedIn a tout pour vous convaincre de publier. Encore une fois, le maître mot ici, c'est la simplicité. Plus votre création de contenu sera simple, plus vous publierez et plus vous serez visible. Et c'est ce que vous cherchez en arrivant sur LinkedIn. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans votre création de contenu et je vous dis à très vite.